C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette session JDK Flight Recorder, JDK Mission Control, dans laquelle nous allons voir comment utiliser ces outils pour inspecter le comportement d'une application et améliorer la performance de cette application. Je suis Guillaume Darmon, je suis Principal Engineer chez Malte. Juste un mot sur Malte pour démarrer. Donc, si vous ne connaissez pas, Malte est la première plateforme de freelance en Europe. Donc, si vous êtes freelance, si vous regardez à passer freelance, ou si vous êtes une entreprise à la recherche de profils freelance, n'hésitez pas à passer sur malte.fr, malte.com, et vous trouverez peut-être votre prochaine mission ou vos prochains collaborateurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu monitoring et observabilité au quotidien. Donc, quels sont les éléments qui nous permettent de savoir ce que fait notre application au quotidien? Parmi ces éléments, vous allez retrouver les classiques, vous allez retrouver les logs, les métriques. Si vous avez un système un peu plus complexe, vous avez peut-être mis en place des traces distribuées, voire même un APM. Donc ça, ce sont déjà des éléments qui vont vous permettre de savoir ce que fait votre application. Voilà, si la latence de vos requêtes est bonne, voilà, ça va vous permettre d'évaluer ça. Les outils qui vont vous permettre d'avoir ces informations, vous les connaissez probablement. Donc il y a la stack Elastic, vous avez du Sentry, du Grafana, du New Relic, Datadog, Dynatrace, pour en citer quelques-uns. Et avec ça, on peut déjà avoir une idée de la performance de notre application. Mais parfois, l'application, on sent qu'elle pourrait faire mieux. Voilà, on a l'impression que ce qu'on lui demande, ce n'est pas extraordinaire, et pourtant, on n'est pas au top des performances qu'on estime avoir. Donc, on va commencer évidemment par regarder les logs, les métriques. On ne trouve rien. On va regarder les suspects habituels. Donc, vous allez regarder si vous avez des slow queries au niveau de vos data sources. Vous allez regarder si vous n'avez pas un N+1 qui s'est glissé là. Voilà, on a refactoré du code. Vous allez regarder si vous faites bien des appels bulk, donc avec plusieurs données à la fois et pas seulement en un à un. Mais non, on ne trouve rien. Et à ce niveau-là, il nous faut un peu plus. Il faut aller un peu plus en profondeur dans ce qu'on peut avoir comme information. Et pour ça, on a les outils JDK Flight Recorder et JDK Mission Control. Avant de rentrer dans la démo, on va parler de ces outils pour les décrire pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, JDK Flight Recorder, ça va être une fonctionnalité native du JDK qui va vous permettre d'avoir des informations fournies en direct par la JVM sur le comportement de la JVM. Donc, vous allez avoir des informations sur les composants de la JVM. Donc, ça va être le garbage collector, ça peut être aussi des composants directement dans le JDK, donc des librairies. Vous allez pouvoir choisir quels sont les événements qui vous intéressent. Donc, vous allez pouvoir choisir ça très précisément. Donc, les fichiers de configuration sont des fichiers au format XML. Bref. Mais, donc, vous pouvez choisir ça très finement. Mais si vous démarrez, vous pouvez partir sur une configuration par défaut ou une configuration profiling. Alors, la configuration par défaut va avoir un overhead autour de 1% de coût. La configuration profiling va vous donner bien évidemment plus d'informations et aura un overhead de 3%. Mais il vaut mieux payer cet overhead que ne pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre application. Je vous ai listé sur la droite donc, les types d'événements que vous pouvez avoir. Ce n'est pas exhaustif. Voilà, donc le profiling de méthode, vous avez les I/O, réseaux, fichiers, les garbage collector, comportement du garbage collector. Comportement sur les locks, la compilation just-in-time. Vous pouvez surveiller votre allocation mémoire, les memory leaks, et vous pouvez même créer des custom events si vous voulez bénéficier de l'infrastructure JFR pour évaluer la performance de votre application. À noter que donc, cette fonctionnalité, elle est incluse dans tous les JDK à partir du JDK 11. Et si par malheur vous êtes encore en JDK 8, il y en a, c'est quand même disponible depuis la version 262, l'update 262. Donc voilà, n'hésitez pas au moins à upgrader dans cette version, vous pourrez bénéficier de cette fonctionnalité. Alors ok, sympa, on a des fonctionnalités. Comment on démarre un enregistrement? Parce que ça s'appelle Recorder, comment on démarre un enregistrement? Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez d'abord
utiliser directement la ligne de commande et passer le paramètre Start Flight Recording. Alors, cette option, elle va prendre elle-même des paramètres. Vous allez mettre typiquement le nom du fichier que vous voulez créer. Vous allez mettre la durée de l'enregistrement. Voilà, vous voulez enregistrer votre workload sur une fenêtre de 2, 3, 4, 5 minutes. Vous pouvez mettre un délai avant de commencer à enregistrer. Si c'est vraiment le métier de votre application qui vous intéresse, vous n'êtes pas intéressé par enregistrer dès le début, le démarrage de votre application. Ça peut prendre plusieurs secondes, dizaines de secondes si vous n'avez pas de chance. Voilà pour une première option. Ensuite, sur une application qui est déjà en train de fonctionner, vous pouvez utiliser l'utilitaire JCMD avec le PID de l'application Java, évidemment, et la commande JFR Start. Vous pouvez démarrer depuis JDK Mission Control, on en parle juste après de JDK Mission Control, et vous pouvez démarrer ça directement programmatiquement. C'est ce qui est fait dans l'application exemple. Alors, très classiquement, ce qui va nous intéresser, ça va être de générer un fichier JFR, voilà, avec tous les événements qui ont été enregistrés. Mais à savoir que depuis la JEP 349, il y a une fonctionnalité JFR Event Streaming où vous pouvez directement écouter et processer les événements qui sont générés directement depuis votre JVM. Alors, on a des fichiers JFR, c'est sympa. Le principal outil pour exploiter ces fichiers JFR, pour l'instant, ça va être JDK Mission Control. Je vous ai mis 2 screenshots, on va voir l'outil dans un instant. C'est pour vous donner une idée des vues que vous pouvez avoir dans le produit. Et on verra en détail certaines de ces vues dans la démo. À savoir qu'il y a d'autres outils qui commencent à supporter l'exploitation de fichiers JFR. Dans IntelliJ, par exemple, vous pouvez ouvrir un fichier JFR. Ce n'est pas du tout au niveau de JDK Mission Control. Voilà, c'est juste pour vous donner l'information. Et je sais également que Datadog va utiliser les événements JFR dans le cadre de son offre de profiling. Voilà, donc JFR est une techno qui est amenée à se développer, à être supportée de plus en plus. Je ne vous ai pas montré JDK Mission Control. Alors voilà, donc là, JDK Mission Control. Donc là, je suis sur une vue du process IntelliJ. J'ai un IntelliJ qui tourne en parallèle. Et là, c'est la vue live de JDK Mission Control. Alors, c'est probablement un peu petit, hein, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez avoir rapidement une vue sur l'utilisation CPU. Là, IntelliJ ne fait rien, donc voilà. L'utilisation mémoire. Voilà, donc on a un giga 7. Vous pouvez retrouver, donc ça, pour ceux qui connaissent, les browsers de Mbin. Donc c'est des choses que vous retrouviez déjà dans JVisual VM, JConsole. Voilà. Et d'autres informations. Des informations système, vous avez les threads live, encore une fois. Donc ça, c'est pas un enregistrement, c'est direct, c'est vraiment en live. Voilà pour quelques informations que vous pouvez avoir via JDK Mission Control sur une application live. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le recording. Mais avant de montrer la démo, je voulais juste vous présenter rapidement ce que fait l'application démo sur laquelle on va travailler. Donc cette application, c'est une application qui va calculer le hash Git d'un répertoire. Je pense que beaucoup d'entre vous, sinon tout le monde, utilise Git au quotidien. Et on voit des hashes un peu partout. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir comment on peut reproduire le calcul de ce hash Git d'un répertoire. Donc c'est une application que j'ai faite pour avoir un comportement ni trop basique, ni trop compliqué pour être présenté dans le cadre d'une conférence. Les principales caractéristiques de l'application, c'est qu'elle lit des fichiers, mais beaucoup de fichiers. Dans le cadre de la démo, on a 650 000 fichiers qui seront lus, ça fait à peu près 20 gigaoctets. Et on va calculer de manière récursive les SHA-1 des fichiers, des répertoires, etc. Cette application, je suis parti sur JDK 21 pour 2 raisons. Ça me permettait de tester les virtual threads et de tester la structure concurrency. Alors à noter que les virtual threads, c'est bien en release dans le JDK 21. Vous pouvez les utiliser en prod. La structure concurrency, ça reste en preview, ce qui veut dire que ça peut évoluer dans les versions du JDK suivant. Un petit mot sur les virtual threads. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est pour comprendre la démo. Pour ceux qui sont moins familiers, un virtual thread, c'est une tâche. Voilà. Donc on peut en créer plein. On crée plein de tâches. Concrètement, là, j'ai une tâche par calcul de hash. Et ce sont des tâches qui vont tourner sur les threads standards que vous connaissez depuis toujours. Ce qu'on appelle maintenant les plateformes threads
pour les distinguer des virtual threads. Donc, comment on va calculer qu'est-ce que c'est que le hash guide d'un répertoire? On va partir de deux fichiers. Voilà, on a un fichier README, un fichier docgen.sh, et on va constituer un document texte avec 2 lignes. On a 2 fichiers, donc on a 2 lignes. Et ce document texte, il y a 4 colonnes. On va avoir les permissions. Est-ce que le fichier est exécutable? Est-ce que c'est un lien symbolique? Est-ce que c'est un fichier standard? La deuxième colonne va nous dire si c'est un fichier réellement, donc ça va être le type blob, ou si c'est un autre répertoire. On va avoir le SHA-1 dans la troisième colonne et le nom du fichier en dernière colonne. Et ça constitue notre répertoire doc. Et ce qu'on va considérer comme étant le hash d'un répertoire dans Git, ça va être le hash de ce bloc de texte. Voilà, donc là voilà, on a fait le tour. On va juste, pour bien fixer les idées, remonter, montrer sur le répertoire racine. Donc là, au répertoire racine, on va avoir un petit fichier gitignore et on va du coup avoir 2 lignes. Donc le fichier gitignore et l'objet tree qui correspond à notre répertoire doc. Et on calcule le hash de ce répertoire. Donc vous voyez un peu la récursivité, on remonte. Donc c'est du parcours en profondeur tout simplement. Et on a un hash de répertoire. Donc voilà, on va passer, donc voilà pour la description de l'application, on va passer à la démo. Hop. On va passer sur IntelliJ. Je vais pas vous montrer du code. Le code de l'application sera disponible. Il est disponible sur GitHub. Donc vous pourrez creuser. Donc là, voilà, j'ai lancé l'application. Bon, je mets ça, c'est juste pour vous montrer que l'ordinateur travaille. Et notre objectif, donc, ça va être d'optimiser le throughput de l'application. Donc, c'est-à-dire le nombre de fichiers qui sont lus par seconde et le nombre de gigaoctets qui sont lus par seconde. On aurait très bien pu avoir un autre objectif pour un autre type de workload. On aurait pu vouloir limiter l'empreinte mémoire. On aurait pu vouloir diminuer la latence. Voilà, nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être lire de plus de fichiers possible dans un laps de temps, très court. Donc voilà, donc là, on a terminé notre premier run. On va garder l'onglet de côté. Et on voit, alors j'espère que tout le monde peut lire, ce qui va nous intéresser, ça va être cette dernière ligne. Ça va être le fait qu'on a lu 36 000 fichiers par seconde et on est à un peu plus de 1,1 gigaoctets par seconde. OK, on a enregistré un fichier. On va ouvrir ce fichier. Alors là, on était dans la vue live, on n'en a plus besoin. On va aller ouvrir le fichier qui vient d'être généré. C'est celui-là. Et donc, dès qu'on ouvre un fichier JFR, on a une première vue qui s'affiche. Ça va être une vue des résultats automatisés, des suggestions que va faire JDK Mission Control par rapport aux événements qu'il a enregistrés. Donc là, on peut avoir plein de suggestions. On a du rouge, on va revenir après. Là, on peut aller voir la première, Thread Allocating. Alors, hop, je vais zoomer un peu. J'espère que tout le monde lit. Donc là, on voit que toutes les allocations ont été faites par un thread qui n'a pas de nom. Alors là, on tombe sur une limitation, en tout cas, je n'ai pas trouvé comment faire, de JDK Mission Control. Je vous ai dit, on utilise des virtual threads, et les virtual threads, ils n'ont pas de nom. Et effectivement, vu que tout le travail est fait dans des virtual threads, en fait, toutes les allocations sont faites par un thread qui n'a pas de nom. Donc ça, bon, voilà, ça va être amélioré par la suite, j'imagine, mais disons que on ne va pas passer de temps là-dessus. C'est normal. On va aller voir directement les contextes switch. Et là, qu'est-ce que nous dit là, c'est pareil, rezoomons, c'est petit. Donc là, on voit notre programme, il a fait pas mal de contexte switch pendant l'enregistrement. Et on a beaucoup de threads qui ont attendu sur le même monitor, le même lock. On va aller voir la vue dédiée. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve effectivement qu'on a une classe avec un lock qui a bloqué pendant un certain temps les threads. Alors encore une fois, la distinct thread, il n'y en a qu'un seul. Bon, évidemment, ça, vous le savez si vous avez fait un peu de concurrence. S'il y a un seul thread qui attend sur un moniteur, il n'y a pas de problème. Là, c'est parce que voilà, il confond tous les virtual threads comme étant un seul thread. Mais on a quand même l'information
si on clique sur le lock, on va voir la stack trace pour savoir directement où ce lock il est situé. Donc là, on a git permission helper, get git permission. On va vite aller voir dans cette classe git permission helper et git permission. Effectivement, on va trouver un mot-clé synchronized. On regarde le contenu de la méthode. Il n'y a pas de raison particulière pour que ces méthodes soient synchronized. On va enlever le synchronize et relancer immédiatement le run de notre application. Alors bien évidemment, c'est un cas trivial. Il y a très peu de moments où vous allez tomber sur un lock évident, en gros. On imagine que ce problème, il peut arriver. Vous avez une application standard qui va avoir des librairies, qui dépendent elles-mêmes de librairies. Vous avez fait un refactoring, une structure de données a mal été utilisée, voilà, et ça vous a généré de la contention à un endroit. Donc là, on a la fin de notre second run. On voit qu'on a déjà amélioré, la performance de notre application. On est passé on était donc à 36 000, voilà, presque 37 000 fichiers par seconde. On est passé à 54 000. C'est déjà pas mal pour un faible temps d'investigation. Il était facile, mais néanmoins, on a quand même gagné en perf. On va aller voir notre deuxième enregistrement. Donc, on peut aller vérifier lock instance. Alors là, on n'a plus le coupable précédent, donc c'était le git permission helper. Là, on tombe sur des classes internes du JDK. Alors, on peut regarder, hein, on peut tout à fait voir. Et ici, on voit que c'est quand on ouvre un fichier. Alors, effectivement, on ouvre beaucoup de fichiers, donc ça génère un peu de contention sur des classes internes du JDK. Ce n'est pas de notre sort, on va passer. Ce qu'on peut se dire, c'est que alors, on a quoi? Donc, context switch. On a du rouge. Les thrown exceptions, on se les garde pour après. On va revenir après. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on traite quand même pas mal de fichiers. 650 000 fichiers, c'est pas rien. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose à regarder du côté des IO file system. Pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On peut voir, on a la vue avec tous les fichiers qui ont été lus, et on a quand même un certain temps. Voilà, on a 4 secondes, 3 secondes, pour lire des fichiers qui ne sont pas très gros quand même. Hein. Voilà, 38 kilooctets en 4 secondes, on est d'accord, c'est pas fou. Donc on peut cliquer, on voit que... Donc on peut cliquer sur les fichiers individuellement, on voit le nombre... on voit le temps passer et on voit que c'est lu dans la méthode git-dir-hasher, compute git hash. On peut aller voir cette méthode. Hop. Hop, là, compute git hash. Et donc on arrive, on a au milieu la méthode read. J'espère que c'est bien lisible pour tout le monde. On a la méthode read. Vous avez probablement croisé ce pattern aussi. Hein. Vous avez l'input stream du fichier. On lit le contenu dans un buffer. Voilà, on se garde de côté le nombre d'octets qu'on a lus, et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, eh bien, on va continuer. Et au milieu, on calcule des hash, des SHA-1. Donc on va prendre le contenu du buffer pour mettre à jour le calcul du hash qui est en cours. Donc il n'y a rien qui transparaît ici, le code est quand même somme toute basique, hein. Je pense que vous l'avez tous croisé, ce type de code. Donc on va retourner dans JDK Mission Control pour voir si on ne peut pas avoir plus d'informations. Donc là, on va pouvoir zoomer. Si j'arrive à choper le truc, là. Non. Là, on va essayer de zoomer sur une petite période. Et là, on a à chaque fois, sur cette période, ça c'est une opération read, ça c'est une autre opération read. Et ce qu'on peut voir, c'est que la taille d'une opération read, elle va être limitée à 512 octets. Alors, 512 octets, ça ne fait pas beaucoup. Pour des opérations read, on doit quand même pouvoir faire un peu mieux. Et là, à chaque fois, c'est 512. Donc pourquoi c'est 512 ? C'est peut-être parce que simplement, on demande à l'opération read de lire uniquement 512 octets. Ça, on va aller voir. Et donc on a notre buffer. Et quelle est la taille de ce buffer ? La taille de ce buffer est 512. Essayons d'augmenter la taille de ce buffer. Donc on va passer à 8 kilooctets. Et on va relancer, voir si ça change quelque chose. Donc voilà, ça va mouliner. Hop,
petit check, ça travaille bien. Alors, évidemment, on est dans le cadre d'une démo, on ne peut pas perdre trop de temps. C'est une investigation qui prendrait probablement un peu plus de temps, vous aurez peut-être plus d'éléments à prendre en compte dans le cadre d'une vraie investigation avant de tomber sur la taille du buffer de lecture. Mais c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez avoir l'information avec JDK, avec donc JFR et JDK Mission Control. Donc voilà notre troisième run. Eh bien, le gain de perf est significatif de nouveau. Donc, le précédent, on était à 54 000 fichiers secondes avec 1,7 giga par seconde. Là, on est quand même passé à 110 000 fichiers par seconde et 3,4 gigaoctets secondes. Voilà. Alors, donc, ce sont des fichiers, mais par contre, il y a le cache OS qui joue. C'est pour ça qu'on a, un tel throughput. Donc, c'est pas mal, mais peut-on faire encore mieux? On va ouvrir le nouveau fichier qu'on a reçu. Et alors, ça c'est l'effet démo. Il ne nous prévient pas qu'on a plein d'exceptions qui ont été générées. Elles ont disparu, alors qu'elles étaient là. On n'a pas corrigé les exceptions. Voilà. Donc ça, on peut regarder cette exception. On ne l'a pas corrigée, ça n'a pas disparu. Ça n'était pas lié au fichier. Mais là, le programme nous dit quand même qu'on a généré 140 000 exceptions par seconde. Ça fait beaucoup. Ça, on ne va pas se mentir, ça fait beaucoup. Donc on va aller voir les exceptions quand même sur ce dernier run. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement les exceptions. Je ne sais pas pourquoi ils ne les considèrent pas comme étant un problème, mais on a quand même 656 000 exceptions qui ont été générées. Alors, effectivement, ça fait beaucoup. Puis, on se rappelle qu'on traite quand même 650 000 fichiers, donc il y a peut-être un lien. Donc, on va cliquer sur cette exception et on va voir à quel endroit elle va être lancée. Donc, on va remonter, on a throwable, on remonte, et on arrive, voilà, le premier code qu'on trouve qui est à nous, c'est git permission helper, get file permission. Et on va tester si c'est exécutable via la méthode file is exécutable. Vous vous souvenez, quand je vous ai présenté rapidement la structure d'un contenu pour générer un hgit, on a besoin de savoir si le fichier s'il est exécutable, si c'est un lien symbolique. On va aller voir cette méthode quand même, parce que ça reste curieux. Alors on est dans la méthode, on passe un fichier et on fait un check si c'est exécutable. Alors on va aller voir directement. Alors, qu'est-ce que fait cette méthode? Méthode statique, rien à dire. Elle fait une délégation à isAccessible et on demande simplement si elle a le mode execute. Alors, isAccessible, on a du varargs, on peut demander plusieurs modes. Et là du coup, on s'aperçoit que cette méthode-là, on ne récupère pas de valeur de retour. Simplement, si cette méthode elle ne lance pas d'exception, on renvoie true. Et si elle lance une exception, elle renvoie false. Alors ça, déjà, c'est pas un bon pattern. Et ça veut dire que systématiquement, si je teste si un fichier est exécutable, ça va lancer une exception qui va être catchée pour me dire « Ah ben non, en fait ». Alors j'ai regardé si au niveau du JDK, il n'y avait pas une autre API pour tester si le fichier était exécutable, mais il se trouve que non, c'est bien un bug de performance au sein du JDK. Donc j'avais prévu de créer une application, rajouter des petits problèmes de perf et vous les montrer. Celui-là, je ne l'avais pas prévu. Donc voilà, on a bien un petit problème de perf. Mais ce qui m'intéressait, c'était quand même de voir si on enlevait ce problème, si ça marchait mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai patché le JDK, je l'ai rebuildé en local, et on va voir si quand on lance le JDK sans ce problème de perf, si on a réussi à améliorer encore un peu mieux les performances. On vérifie toujours que ça travaille, ça a l'air d'être le cas, et là on a déjà fini. OK. Donc là on est maintenant passé, donc on ne génère plus d'exceptions, on est passé à 177 000 fichiers par seconde pour un throughput de 5,6 gigas par seconde. On se souvient qu'on est quand même parti à point de départ. Notre point de départ était 36 000 fichiers par seconde, avec 1,1 gigaoctet par seconde.
Et voilà, à l'arrivée, 177 000, bah, c'est quand même un beau gain de performance. On peut aller voir le dernier fichier enregistrement qui a été créé, celui de midi, c'est celui-là. Voilà, alors là on a du rouge qui est apparu, on peut aller le voir. Et donc c'est encore de la contention, on peut aller voir. Et là la contention, c'est de nouveau sur cette structure de données qui est utilisée lorsqu'on ouvre un fichier. On lit 177 000 fichiers par seconde. À ce niveau-là, bon, on peut imaginer qu'il y a un peu de contention sur cette structure de données. À noter que c'est une structure de données utilisée pour éviter de laisser les files descripteurs ouverts trop longtemps, si le fichier est plus utilisé. Le garbage collector va nettoyer la référence du fichier et va libérer le file descriptor au niveau de l'OS. Donc voilà, bah, au final, c'est pas mal. Beau gain de perf. Beau gain de perf avec ces outils. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette démo? Alors voilà, utiliser les exceptions comme contrôle de flux, bah, ce n'est pas une bonne idée, hein. Je sais que vous n'avez pas attendu de venir à cette session pour l'apprendre. Néanmoins, ça peut toujours être intéressant de le voir sur un cas d'utilisation réel. D'autant plus que c'est dans le JDK. Ah oui, à noter, du coup, j'ai reporté le bug aux développeurs du JDK et c'est patché, ça va être disponible dans le JDK 23. Et le bug était présent depuis l'arrivée de la classe Files, donc ça fait 2009, je crois. Enfin, ça fait, voilà. On peut noter que les recommandations de JDK Mission Control sont pertinentes. On a vu, ça nous a aidé pour dire qu'il y avait de la contention, qu'il y avait des exceptions. On a vu aussi qu'on pouvait faire des itérations rapides. Je n'ai pas montré le code, mais les enregistrements Java Flight Recorder, JDK Flight Recorder, ils sont démarrés directement dans le code de l'application. Donc, je n'ai même pas à m'en soucier, hein. Je vous avais montré qu'il y avait plusieurs méthodes. Là, je n'ai même pas à m'en soucier. Je démarre directement dans mon code l'enregistrement. Donc, ça permet des itérations rapides. Voilà, si vous êtes en phase de recherche, c'est quand même assez sympa. Et la question que vous pouvez vous poser aussi, c'est OK, mais mon application, elle tourne sur un serveur. Alors, dans ce cas-là, en général, si vous avez des applications Java sur votre serveur, vous avez probablement un moyen de récupérer les heap dumps éventuels qui auraient été générés par votre application Java. Donc voilà, ça génère un heap dump, vous avez quelque chose qui détecte, qui va uploader quelque part. Bon. Si vous avez ça, vous allez pouvoir bénéficier de ce mécanisme pour pouvoir également générer des fichiers JFR. Donc ça, vous vous connectez sur votre machine, donc SSH, ephemeral container si vous êtes sur du cube. Vous lancez la commande JCMD avec le PID et JFR start. Vous générez le fichier et vous le récupérez par le même moyen que vous récupérez vos heap dumps. Un petit rex à propos de JDK Mission Control. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de recommandations possibles. Alors pour les virtual threads, du coup, c'est pas encore tout à fait ça, hein. Voilà, ils confondent tous les virtual threads, donc, vu qu'ils n'ont pas de nom, donc c'est un peu déroutant. J'imagine que ça va être amélioré dans les prochains mois, mais voilà. l'UX est perfectible quand même. Ça reste un outil pour l'inspection qu'on va dire bas niveau, hein. Pas de l'assembleur, mais malgré tout, on descend un petit cran en dessous. On est parfois, en toute honnêteté, on est parfois perdu dans le contexte. Vous allez cliquer quelque part, vous allez avoir une information. Au final, l'information qui était avant vous satisfaisait mieux. Bon, il n'y a pas de moyen de faire un retour facile, un petit back pour revenir sur l'information d'avant. Il faut se souvenir un peu. Voilà. Donc ça demande un petit peu de maîtrise. Quelque chose qui peut être aussi déroutant, c'est il n'affiche pas s'il est en train de rafraîchir l'affichage. Donc ça, vous cliquez quelque chose. Si votre enregistrement est assez volumineux, en fait, il est en train de processer les events associés à ce que vous lui avez demandé et ça peut être long. Donc c'est très bête, mais voilà. Et ça nécessite quand même un peu de la pratique pour le manipuler correctement. En ce qui me concerne, j'ai souvent eu le même type de workload, donc des applications web, ça sert des requêtes. Donc il y a des pans de l'outil que je ne maîtriserai pas et qu'il faudrait que je passe un peu de temps pour connaître un peu mieux, clairement. Alors une question que vous pouvez vous poser aussi, c'est quand est-ce que j'utilise ces outils? Parce
parce que ok, sympa, ça peut faire un bel ajout à ma liste d'outils à utiliser, mais quand est-ce que je les utilise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas forcément être nécessaire si vous êtes satisfait de la performance actuelle de votre application. Si vous avez un APM, vous avez peut-être déjà un certain nombre de fonctionnalités, d'informations qui sont affichées. Bon, pas besoin de creuser plus si vous êtes satisfait. Vous avez en place des SLI et SLO. Bon, si ça va, pas besoin de creuser plus. Sinon, vous pouvez trouver plusieurs raisons. Vous avez un comportement GC bizarre. L'application, elle ne fait pas grand-chose. Et par contre, le GC, lui, il a un comportement un peu erratique. Bon. Si vous avez aussi un faible usage de ressources sous forte charge. Donc ça, c'est typiquement l'application. On lui demande de lire beaucoup de fichiers et au début, elle ne faisait pas grand-chose. Ça ne saturait pas le CPU, ça ne saturait pas le réseau. Alors, il faut toujours viser, évidemment, quand on fait de la performance, pour utiliser au maximum les ressources de la machine. Et en général, on finit par être CPU bound, IO bound. Voilà, ça dépend de votre workload, mais ça peut être un cas d'usage. Si vous avez des problématiques de class loading, d'IO réseau, j'en parlais, d'allocation mémoire. Alors ça peut être également utile si vous développez une application standalone. Tout le monde ne développe pas des applications web. Et dans le cas d'une application standalone, ça peut être votre outil qui est juste à côté de votre application. Et comme ça, vous pouvez directement avoir des informations sur la performance de votre application. Pardon. Une raison est aussi de faire plus avec moins. C'est vraiment tout le principe de la performance. J'imagine qu'un bon nombre d'entre vous ont des workloads qui tournent sur du cloud. Le cloud, c'est vite coûteux. Et faire plus avec moins, ça veut dire réduire sa facture. Ça peut être vraiment très intéressant. Vous avez aussi la notion de Green IT qui peut vous intéresser, donc faire un meilleur usage de vos ressources. Vous avez un certain nombre de CPU alloués, un certain nombre de réseaux, mémoire. Optimisons l'usage de ces ressources. Et la dernière raison, c'est une raison qui effectivement ne nécessite aucune justification. C'est si vous avez envie de creuser comment ça fonctionne à l'intérieur de la JVM, allez-y, utilisez ces outils, faites-vous plaisir, découvrez. Ça, c'est évidemment pas besoin de détailler plus là-dessus. On arrive déjà à la fin de la présentation. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que JDK Flight Recorder, JDK Mission Control, c'est des outils qui vont vous aider à diagnostiquer des problèmes difficiles. Là, dans l'exemple de la démo, ça nous a aidé quand même à mettre le doigt sur la taille des buffers de lecture. Ça, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir avoir facilement comme information. C'est un peu plus, encore une fois, bas niveau que ce qu'on peut avoir comme information dans un outil classique. Mais mon conseil serait quand même de regarder votre monitoring standard d'abord. Regardez si vous n'avez pas les informations, éventuellement regardez si vous ne pouvez pas rajouter dans votre monitoring une information qui permettrait de vous aider et plonger dans JDK Mission Control dans un second temps. Voilà, ça reste des choses qui sont puissantes mais qui peuvent prendre du temps. Ça peut vite être chronophage. Alors à noter que améliorer les perfs, c'est toujours intéressant. Voilà, on peut toujours faire mieux. Après, il faut savoir s'arrêter. Et donc ça, on peut se demander quand est-ce qu'on s'arrête. Voilà, premature optimisation, tout ça, bidule. Et là, ça dépend carrément de vous. Si vous avez un ROI à optimiser votre application, parce que ça va être quelque chose qui est distinctif de votre produit par rapport à la concurrence, si c'est quelque chose que vous mettez en avant, aller chercher les pourcentages supplémentaires, les petits pourcents supplémentaires, ça peut vraiment valoir le coup. Voilà. Vous pouvez dire, tiens, on est plus performant que tel autre produit. Voilà. On est tous développeurs. On sait que si on a 2 librairies à disposition qui fonctionnellement font la même chose, mais qu'il y en a une qui se distingue mieux au niveau des benchmarks, on va prendre celle qui a le meilleur perf. Hein. Voilà. On est tous comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être distinctif. À noter que savoir estimer les performances qu'on est en droit d'attendre d'une application, ça aide beaucoup. Je donnais l'exemple au début, on se disait, l'application, on lui demande de faire telle requête et malgré tout, on trouve que c'est un peu lent. Donc ça,
ça vient avec l'expérience, avec les lectures, peut-être aussi avec la connaissance du hardware. Si vous avez une application qui doit brasser plusieurs dizaines, centaines de gigaoctets de données et que vous avez une patte réseau 10 gigabits et que vous utilisez que 2 gigabits sur cette carte réseau, ouais, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Donc, la connaissance de ce qu'on est en droit d'attendre, les ordres de grandeur pour accéder à la mémoire, au disque, le cache, etc. Et donc, petit dernier mot, ne devinez pas mesurer. Ça, il faut partir sur une baseline. Créez-vous une baseline de performance. Cherchez qu'est-ce qui ne va pas. Faites des modifications et mesurez à nouveau. Et faites ça de manière itérative. Ça va vous permettre de savoir vraiment quelles sont les améliorations, enfin quels sont les changements qui ont amené des améliorations, quels sont les changements qui ont peut-être eu un effet négatif, hein, ça peut arriver, des fois on va tester quelque chose, on découvre un autre comportement qu'on ne connaissait pas. Des fois améliorer un sous-système peut créer de la contention sur un autre composant, donc c'est des choses aussi qu'il faut regarder. Et voilà, donc processus itératif, et quand vous êtes satisfait, vous pouvez vous arrêter. Last but not least, le dernier slide avec les liens, si vous voulez approfondir le sujet. Donc un blog post de Brice Dutel sur JFR JMC également, une vidéo YouTube de Jean-Philippe Bampel, qui était à Devox d'ailleurs, c'était 2-3 ans. Un lien aussi vers JFR Unit, donc ça c'est un petit projet par Gunnar Morling. Alors Gunnar, vous avez peut-être entendu parler de lui si vous avez suivi le début d'année, le 1 Billion Row Challenge. Voilà, ça a animé pas mal le début d'année, surtout pour ceux qui sont intéressés par la performance. Donc vraiment très intéressant. Et pour revenir au petit projet JFR Unit, donc ça va être un projet qui va vous permettre de faire des assertions sur est-ce qu'un événement JFR a été lancé pendant le déroulement d'un traitement en particulier. Voilà. Donc, et ça peut être intéressant si vous avez mis en place aussi des custom events. Et ça, il a fourni aussi un repo avec comment créer vos propres custom events JFR. C'est très simple, c'est très simple, vous verrez. Et pour terminer, le lien de l'application démo qui a été utilisée aujourd'hui. Vous pourrez creuser comment on manipule les virtual threads, la structure concurrency, si ça vous intéresse. On arrive au bout. Merci à tous de votre attention. Et puis, il me reste 7 minutes pour les questions. De JMC que vous avez utilisé, oui. Vous avez fait exprès de ne pas prendre la dernière version ou c'est parce que vous n'avez pas juste eu le temps de la télécharger? Parce que je l'ai beaucoup utilisé et que les dernières versions, on perd un peu certaines infos par rapport celle que vous utilisez quand même. Je pense qu'elle est un peu vieille de... Alors, je suis étonné. C'est a priori la dernière réalisée. C'est pas la 9 snapshot, mais c'est la 8.3.1 sur le site. Ça m'étonne parce que les tours de compteur qui s'affichent, parce que je l'utilisais depuis quand même au moins 6 ans et sur les dernières, je pense que effectivement la présentation des infos, j'ai l'impression parfois tu cafouilles un peu à revenir sur ce que tu cherches. Mais bon, j'ai l'impression, je sais pas, je vais revérifier. Mais c'est la dernière en date que j'ai trouvée en tout cas. Donc voilà, j'ai voulu m'assurer. Hein, c'était important aussi de vouloir m'assurer que les virtual threads, c'était pas un support qui manquait justement parce que j'avais pas la dernière version. Et voilà. Vous avez répondu à ça sur les virtual threads. C'est un peu gênant embêtant si on les voit pas dedans parce que voilà. Je suis bien d'accord. Mais bon, c'est quand même pas mal déjà ce que ça fait. Merci. Bonjour, une question par rapport, si on a un monolithite avec beaucoup de mémoire vive, est-ce que les JFR générés peuvent être volumineux en fait? Et est-ce que peut avoir des problèmes aussi de chargement dans Jamais son contrôle?
Alors, en interne, JFR va utiliser un buffer qui va être rempli, et à chaque fois que ce buffer mémoire est plein, au niveau des événements qui auraient été générés, ça va être flushé dans un fichier disque. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de mémoire, mais plutôt un problème d'espace disque pour stocker tous les fichiers GFR qui auraient été générés pendant le temps d'enregistrement. Voilà. Alors après, si on enregistre sur un laps de temps suffisamment court, 5-10 minutes, bon, ça devrait aller hein, quand même. Là, les fichiers générés, avec toutes les exceptions, on montait à, je sais plus, 70 mégaoctets, voilà, sur la taille du run. Bon, ça reste acceptable. En tout cas, j'ai jamais eu le souci à ce niveau-là. Ok, merci. Bonjour. Alors, Bonjour. déjà, merci pour la présentation, très claire, très intéressant. Sauf erreur de ma part, les JFR, on peut les générer soit au moment de démarrage de l'application, soit au moment du runtime. Et donc justement, ma question c'est, est-ce que cela n'aura pas un impact, supposons on a une application qui tourne en prod, est-ce qu'il est conseillé ou pas de générer à la volée au moment du runtime un JFR sur cette application? Alors, il ne faut pas hésiter à travailler sur votre application en prod si vous cherchez de toute façon à monitorer la charge de votre application. C'est souvent sur la prod que vous aurez le plus la réalité que vous voulez mesurer. J'en ai parlé, donc l'overhead induit par l'activation de JFR va être, si vous partez sur la configuration par défaut, ça va être 1%. Voilà, de pénalité induite par JFR. Et si vous voulez plus d'informations, mesurez vraiment les allocations mémoire, c'est des éléments un peu plus coûteux. Vous allez perdre 3% avec l'activation de JFR. Mais ça reste mieux que ne pas avoir l'information du tout. C'est comme activer les logs, on ne se pose plus la question. On a des logs, d'accord ? Évidemment, c'est un petit coup, mais on ne s'en prive pas. C'est comme les informations du garbage collector. On n'hésite pas à activer. C'est mieux de les avoir que de rouler les yeux fermés, on va dire. Merci. Et justement, par rapport à ce coût d'1%, 3%, est-ce qu'il est linéaire au nombre de générations des JFR ou est-ce que c'est une fois pour toute la durée de vie de l'application? C'est tant que l'enregistrement est en cours, on va baisser les perfs de 3%. D'accord. Et dès qu'on arrête, on reprend. Voilà, dès qu'on arrête, il y a moins de charge. La fonctionnalité n'est plus activée, donc on retrouve l'état nominal de l'application. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour le talk. Une question très simple. Vous avez parlé tout à l'heure de... Ouais, c'est ici. Ok, je laisse le suivant. J'ai un petit trou de... je laisse le suivant poser la question. Je reformule. Ça marche. Le micro se promène. Bonjour, j'ai juste une question. Les informations qui sont utilisées pour la démo, c'est un JFR avec une configuration par défaut ou il y a des informations qui ne sont pas dans la configuration par défaut? Je crois que j'étais parti de la configuration profiling et j'avais juste activé les events virtual thread. Voilà. Donc d'ailleurs, les events virtual thread, on peut avoir l'information de démarrage. Quand est-ce qu'un virtual thread va être traité par un platform thread? Quand est-ce qu'il est arrêté? On peut avoir des informations aussi si un virtual thread est piné. Bon, j'ai pas envie de vous perdre avec ça, mais voilà, disons que on a ce genre d'informations qui sont pas dans le profiling par défaut, mais non, rien de spécial. D'accord, merci. Encore 30 secondes. Ok, du coup, la question, vous avez dit tout à l'heure que on peut générer les fichiers JFR pour traquer sur des serveurs, enfin quand l'application est à distance. Ouais. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui est amené à évoluer ou c'est la solution pérenne? On se débrouille avec les fichiers qu'on rapatrie quand on a besoin?
Alors très rapidement, je mentionnerai du coup le JFR Event Streaming. Je pense que ça peut être amené à se développer dans le cadre d'agents qui seraient en écoute des events JFR pour les envoyer au fil de l'eau sur un système qui serait capable de les écouter et les agréger. Voilà. Je crois que c'est ce que Datadog fait. Il faudrait confirmer avec des personnes de Datadog. Et ça va être terminé. Merci encore d'être présent.